d'avoir accepté de passer un long moment avec nous pour détailler les mesures prises par le gouvernement en soutien aux entreprises dans un contexte de crise inédit. Remercie également le professeur Martin Collet, qui est professeur de droit fiscal à l'université Panthéon-Assas, d'avoir accepté de passer ce moment avec nous et d'animer avec moi cette séance. Le professeur Collet est professeur agrégé de droit. Il enseigne le droit fiscal donc à l'université Panthéon-Assas et conduit notamment des enseignements dans deux masters, un master droit fiscal, un master de fiscalité internationale et travaille également au sein d'HEC. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages de droit fiscal, et ce qui le qualifie pour poser au ministre un ensemble de questions sur les mesures que le gouvernement se propose de prendre dans l'après-crise, concernant notamment la fiscalité des entreprises. Je voudrais le remercier d'avoir accepté de participer avec nous à cette séance. Il est également secrétaire général adjoint du Club des juristes et cette conférence numérique est une coproduction du cabinet Auguste Debouzy et du Club des juristes. Et je voudrais remercier également le Club des juristes pour le travail important qu'il fait depuis le début de cette crise pour diffuser quotidiennement un ensemble d'analyses juridiques sur tous les sujets qui touchent à la crise. Et le blog qui a été mis en place a été visité par près de 2 millions de personnes depuis le début de cette crise, ce qui témoigne de l'intérêt que les questions juridiques revêtent pour tous ceux qui, au sein des entreprises, exercent des responsabilités et sont préoccupés des conditions dans lesquelles les pouvoirs publics font face à cette crise inédite. Alors, Monsieur le ministre, j'en viens directement au sujet que nous allons traiter ensemble. Vous êtes ministre des Comptes publics et de l'Action publique. Vous avez une lourde responsabilité au sein de ce ministère à Bercy. Vous avez été l'un des acteurs qui a contribué à concevoir les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à cette crise. Cette crise, nous le disions à l'instant, est une crise inédite qui a mis à l'arrêt l'ensemble de l'économie mondiale, qui fait peser sur l'économie de notre pays, l'économie européenne, un risque de récession avec des conséquences sociales qui ne manquent pas de préoccuper les responsables d'entreprise et également les membres du gouvernement. Et vous avez été amené sous l'autorité du Premier ministre à prendre un ensemble de dispositions qui sont destinées à aider les entreprises à faire face à cette crise. Et ces mesures qui ont été prises sont des mesures qui ont été déclinées au plan national, mais également au plan européen. Je ne vais pas, bien entendu, récapituler les mesures que vous avez été amené à prendre. C'est à vous de le faire et de répondre aux questions qui ne manqueront pas de vous être posées par ceux qui participent avec nous à cet échange. Mais les mesures qui ont été prises sont des mesures qui sont déclinées au plan national et au plan européen. Au plan national, je retiendrai essentiellement 4 types de mesures qui ne sont pas exhaustives de l'ensemble des dispositifs que vous avez mobilisés. Tout d'abord, bien entendu, le chômage partiel qui a permis de maintenir dans l'emploi les salariés des entreprises qui se trouvaient mis à l'arrêt pour des raisons qui tenaient au contexte. Les mesures prises par le gouvernement sont des mesures importantes. Elles ont concerné près de 12 millions de salariés dans plus d'1 million d'entreprises françaises. Ces mesures consistent pour le gouvernement à financer jusqu'à 84% du salaire des salariés dans la limite de 4,5% du SMIC. C'est donc un dispositif important dont les responsables d'entreprises qui sont ici présents aujourd'hui avec nous voudront savoir peut-être les conditions dans lesquelles il sera amené à se poursuivre, à se déployer et à s'interrompre progressivement au cours des prochaines semaines. Vous avez également mis en place toute une série de dispositifs destinés à alléger les charges sociales et fiscales qui pèsent sur les entreprises pour leur permettre de passer le cap de cette crise, avec un report automatique des charges sociales pour les entreprises de moins de 5000 salariés, et ce jusqu'au mois de mai, et pour les entreprises de plus de 5000 salariés, vous leur avez ouvert également la possibilité de bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois qu'il n'y ait pas de versement de dividendes, qu'il n'y ait pas de rachat d'actions pour la période allant du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, et qu'aucune de ces entreprises n'ait certaines de ces entités situées dans les paradis fiscaux. Vous avez été également amené à mettre en place un fonds de solidarité qui a été très utilisé par les entreprises. Ce fonds de solidarité concerne les entreprises de moins de 10 salariés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Il a conduit l'État à mobiliser pour ces entreprises une enveloppe de 1 500 euros abondée
par la contribution des régions pouvant aller jusqu'à 5 000 €. Vous avez mis en place également des prêts garantis par l'État. C'était une mesure extrêmement importante qui a été très fortement utilisée par les acteurs économiques, puisque ces prêts garantis par l'État ont conduit les entreprises à pouvoir bénéficier d'apports en fonds propres jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires à travers des prêts garantis par l'État à hauteur de 90%. C'est donc une mesure importante qui représente une enveloppe globale de 300 milliards d'euros, dont 66 milliards ont déjà été mobilisés depuis le début du dispositif au bénéfice de 400 000 entreprises. Voilà quelques-unes des mesures nationales. Il y en a d'autres. Vous serez amené à être interrogé sur ces mesures, mais enfin, on voit qu'il y a là un dispositif ample et important qui suscite bien entendu beaucoup de questions sur le plan technique, sur le plan juridique. Elles ne manqueront pas de vous être posées par l'ensemble des responsables d'entreprise qui participent à notre échange. On peut ajouter d'ailleurs à ces mesures nationales des plans sectoriels, dont celui qui concerne l'automobile, qui a fait l'objet d'une annonce de la part du président de la République il y a 48 heures, annonce auquel votre ministère a sans doute très largement contribué. Et puis il y a à côté des mesures nationales un ensemble de mesures européennes. Ces mesures européennes ont conduit bien entendu immédiatement au déclenchement des mesures dérogatoires au pacte de stabilité et de croissance, à la mise en place de dispositifs destinés à lever les contraintes qui s'imposent aux États en matière d'aide aux entreprises pour faciliter l'accompagnement par les États membres du secteur économique et notamment des entreprises les plus en difficulté. Il y a eu le plan de soutien à l'économie mis en place par l'Union européenne à hauteur de 540 milliards d'euros, 200 milliards de prêts à destination des entreprises financés par la Banque européenne d'investissement, 100 milliards empruntés par la Commission européenne pour contribuer au financement du chômage partiel, c'est-à-dire aux mesures mises en œuvre par les États pour accompagner l'emploi. Et puis le solde représente une enveloppe destinée au secteur de la santé. Il y a eu également un programme très ambitieux de la Banque centrale européenne pour de l'achat de dettes, ce qui a permis de soutenir l'activité de soutenir les États dans les efforts qu'ils ont faits pour le financement de l'économie. Et puis, il y a bien entendu le plan de relance qui a fait l'objet d'initiatives conjointes franco-allemandes portées par le président de la République et la chancelière, avec une enveloppe de 500 milliards d'euros dont il serait intéressant que vous puissiez nous indiquer la manière dont elle viendra en soutien des secteurs économiques stratégiques. Enveloppe qui est susceptible d'être abondée si l'on en croit les récents articles qui sont parus sur ce sujet, et enveloppe qui s'accompagnera également d'une réorientation du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne à des fins de soutien aux secteurs les plus stratégiques. Vous voyez donc qu'il y a là un ensemble de mesures très denses, très riches, qui appellent, j'en suis convaincu, beaucoup de questions. Et avant qu'on ne vous laisse la parole, Monsieur le Ministre, en vous renouvelant nos remerciements pour avoir accepté de participer à cet échange, je donne la parole au professeur Collet, de manière à ce qu'il puisse nous faire part de ce que sont les sujets plus fiscaux qu'appelle le contexte particulier auquel nous sommes confrontés. Merci beaucoup. Oui, alors vraiment de quelques mots simplement pour prolonger votre propos. Au-delà des mesures qui ont d'ores et déjà été annoncées, mises en œuvre pour certaines d'entre elles, il y a évidemment du côté en tout cas des entreprises un certain nombre de préoccupations quant à d'éventuelles évolutions de notre système fiscal, alors soit à très court terme et de manière assez conjoncturelle, pour répondre directement à la situation causée par la crise sanitaire, et puis de manière peut-être un peu plus lointaine, ou en tout cas plus structurelle. Est-ce que la perspective de relance de l'activité économique, de renforcement de l'attractivité du territoire, le cas échéant de renforcement aussi de la solidarité nationale, des politiques de redistribution fiscale, est-ce que tout cela est de nature déjà à susciter des réflexions, des perspectives d'évolution? Alors, je ne vais pas citer évidemment toutes les idées qui ont déjà été abordées dans le débat public, ou en tout cas au sein du petit cercle des fiscalistes, mais c'est vrai que à très court terme, on a un certain nombre d'interrogations sur l'évolution des réformes déjà menées, type réforme de l'impôt sur les sociétés. Alors, est-ce qu'on doit
certains s'inquiéter, pour d'autres espérer une pause dans cette réforme qui doit nous conduire à un taux d'impôt sur les sociétés à 25% en 2022. Sur des sujets peut-être aussi plus techniques, la question du report des déficits, on a des règles assez contraignantes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer, souhaiter, je ne sais pas, que ces règles soient assouplies pour tenir compte de la situation actuelle? Des questions aussi peut-être plus techniques qui viendront dans la discussion. Par exemple, la question des dons que les entreprises ont pu réaliser pendant cette période. On a vu beaucoup à la télévision des petites, des grandes entreprises offrir à prix coûtant ou carrément sur leur propre stock un certain nombre de biens, de services parfois aussi aux soignants notamment. Le droit fiscal en principe refuse la déduction en tant que charge de ces différents dons qui sont réalisés sans contrepartie. Alors, est-ce que le droit fiscal va s'adapter? Est-ce qu'une instruction peut-être ministérielle va permettre d'apporter un peu de tolérance et de permettre de déduire ces charges? Voilà le genre de questions très immédiates qui se posent. Et j'ajoute simplement, pour illustrer les questions peut-être plus structurelles qui se posent aujourd'hui, celle des impôts de production, je crois, qui est vraiment à l'agenda de la réflexion de beaucoup d'entreprises, et notamment dans l'industrie, qui depuis un certain temps s'inquiète de ce handicap, notamment vis-à-vis de nos partenaires allemands, britanniques, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion qui va être conduite sur un éventuel allègement de ces impôts de production? Et puis enfin peut-être aussi la perspective européenne, alors qui vient d'être évoquée, et plus généralement, ce sont aussi des réflexions à l'échelle internationale, au sein de l'OCDE notamment, qui sont menées depuis un certain temps sur les problématiques de fiscalité internationale. La manière dont certains géants du numérique finalement paient peu d'impôts malgré leur activité sur certains territoires, la France notamment, n'est évidemment pas étrangère à cette réflexion conduite au sein de l'OCDE. Y a-t-il une pause dans ces réflexions? Où en est-on? Que peut-on espérer dans un proche avenir? Voilà en vrac un certain nombre de questions qu'on pourra peut-être aborder. Alors, peut-être un tout dernier point, j'ai exclusivement parlé de fiscalité de l'entreprise, c'est vrai que c'est plutôt ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a aussi des sujets de fiscalité des particuliers qui peuvent peut-être être abordés, notamment parce qu'ils ne sont pas sans lien avec la vie des entreprises. On peut penser aux impôts qui ont une influence directe sur l'épargne et des particuliers. Je pense évidemment à l'ISF ou à l'IFI, qui est évidemment au cœur du débat public. Un certain nombre d'économistes de renom ont relancé cette question de savoir s'il conviendrait de réactiver l'ISF. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer sur ce point, mais évidemment que ça peut aussi, je pense, intéresser un certain nombre d'entreprises que d'entendre votre point de vue sur cette question de l'ISF. Monsieur le ministre. Merci encore. Merci, monsieur le Premier ministre. Je voudrais tous vous saluer et souhaiter que pour vous et vos familles, cette période a été malgré tout la moins difficile possible sur le plan personnel et sanitaire. Et bien sûr, partager l'idée que les choses qui se passent en ce moment dans notre pays sont graves et que nous allons seulement connaître la décrue. La mer va se retirer et nous allons voir les dégâts sans doute très importants qu'elle a commis. Je voudrais d'ailleurs souligner en propos introductifs l'incroyable que nous connaissons, puisque Monsieur le Premier ministre l'a dit, l'arrivée de cette épidémie a obligé la quasi-totalité des pays du monde à arrêter leur économie. C'est un acte civilisationnel extrêmement fort. Jamais les hommes n'avaient arrêté l'économie pour sauver des vies. Je crois que chacun a pu constater que cette mise en avant du sanitaire, de la vie, plutôt que de l'économie, avait aussi des conséquences négatives. D'abord sur le sanitaire lui-même. Vous le savez, tous ces gens qui n'ont pas été voir leur médecin, pas connu leur prévention, évidemment, il fallait déconfiner. On attend les annonces du Premier ministre dans quelques heures pour voir si ce déconfinement sera total. Mais l'économie étant aussi la vie, des conséquences économiques, sociales extrêmement importantes pour les États, bien sûr, j'y reviendrai, mais également pour toutes les Françaises et tous les Français, pour toute l'économie européenne et pour l'économie mondiale. Par ailleurs, cette crise économique sans précédent, nous allons sans doute très largement dépasser les 8% de croissance négative cette année. Donc, vous voyez bien ce que c'est, perdre 10% de richesse nationale. Quand on fait 1%, en général, on est content. Perdre 10% la même année, c'est un tsunami évidemment terrible pour les finances publiques, mais pour tout à chacun. Le pays va s'appauvrir en perdant 10% de croissance. Et il va mettre beaucoup de temps à s'en remettre parce que nous avons choisi l'endettement massif. On dépassera très certainement les 115% de dette
que nous avons évoquée lors du dernier projet de loi de finances rectificatif. Et cette dette, il va falloir bien la rembourser. Je ne crois pas que l'argent soit magique et qu'on puisse la mettre dans un endroit et ne pas la voir comme dans les pièces de Molière. Il va bien falloir la rembourser. Il ne s'agit pas d'être bêtement budgétaire. Il faut peut-être trouver des astuces. L'Europe nous y aide beaucoup, évidemment. Nous devons poser la question du financement de cette dette particulière, mais enfin, cette dette existe et il faudra la rembourser. Mais c'est un endettement massif qui pose des tas de problèmes aux États, du fait notamment qu'ils doivent accéder sur les marchés financiers pour emprunter, pour payer les pensions de retraite, pour payer évidemment les prestations sociales, pour payer les aides que nous mettons en place. Et je crois que ça a donc moment été salué. Je remercie Monsieur le Premier ministre de l'avoir évoqué à la demande du Président de la République pour soutenir l'activité des entreprises et pour nationaliser les salaires, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a nationalisé les salaires en payant le chômage partiel à chacune et à chacun qui le pouvait. Nous avons effectivement désormais à retrouver un mode à peu près normal, même si nous mettrons du temps à retrouver un monde à peu près normal pour pouvoir faire revivre l'initiative privée et pour pouvoir recréer de la richesse régulièrement à partir de l'année prochaine. Alors évidemment, on est dans un monde un peu lointain puisqu'on ne sait pas exactement quelle va être l'activité économique, comment les Français vont retrouver la vie après 2 mois et demi, 3 mois d'enfermement économique, d'enfermement tout court d'ailleurs. Et ce qui est certain, c'est que nous allons regarder les chiffres de la consommation avec intérêt. Vous avez vu qu'une grande partie de ces Français ont épargné et ont eu peur du Covid et demain ont peur de perdre leur emploi sans doute. Et nous devons débloquer cette épargne, comme nous devons essayer de faire comprendre aux entreprises que malgré les difficultés, elles doivent croire en l'avenir et débloquer les investissements, continuer à faire le travail qui avait fonctionné dans les 3 premières années du président de la République. Je rappellerai qu'avant le Covid, nous étions au chômage le plus bas depuis 2008. La croissance française était plus forte que la moyenne des pays européens, que nous recréions de l'emploi et notamment de l'emploi industriel et que les impôts baissaient et que les chiffres de déficit et de dette baissaient, même si évidemment désormais c'est un peu anachronique que de l'évoquer ici. Enfin, et c'est un dernier point d'introduction, ce n'est pas une erreur du gouvernement qui a fait naître ces moins 10% de croissance et plus. C'est bien quelque chose d'extérieur, une sorte de 33 tonnes que les pays ont pris dans leur face pour pouvoir désormais organiser une contre-offensive économique. Monsieur le Premier ministre a évoqué les très nombreuses mesures que nous avons mises en place. Finalement, elles sont de plusieurs ordres, mais surtout, elles s'étalent dans le temps. Je vois qu'il y a des questions en même temps qui s'affichent. Je vais essayer d'y répondre par ailleurs. D'abord, il y a le temps de l'urgence. C'est ce que nous avons fait dans les 2 premiers projets de loi de finances rectificatifs, les fameux 110 milliards, qui effectivement étaient à la fois des annulations de charges, à peu près de 3 milliards aujourd'hui pour des secteurs du tourisme, du sport, de la culture, de l'hôtellerie, de la restauration et de ces sous-secteurs, si j'ose dire, qui accompagnent ces secteurs. Les blanchisseurs, par exemple, ils sont en lien avec les hôtels, ils n'ont pas travaillé pendant cette période, évidemment. Cette question d'annulation de charges se pose. Les vignerons travaillent à 80% avec la restauration, même s'ils n'ont pas été enfermés par des décisions administratives. Évidemment, la question des annulations de ces charges se pose. Et c'est la première fois que la République sociale va annuler des charges par secteur. C'est tellement original d'ailleurs que nous allons aller devant le Parlement, bien sûr, puisque c'est une mesure législative, et nous espérons que le Conseil constitutionnel nous accompagne, puisque si le gouvernement de la République a déjà annulé des charges pour des raisons exceptionnelles, soit parce que le législateur l'a voulu, par exemple des zones de revitalisation spécifiques sur un territoire, ou parce qu'il y a une catastrophe naturelle qui est arrivée, par exemple Irma à Saint-Barthélemy, nous n'avons jamais annulé des charges par secteur, et nous espérons effectivement que cette grande volonté du président de la République, qui aidera, me semble-t-il, les entreprises, effectivement passe la barre du juge constitutionnel. Nous sommes rassurés par les premiers échanges que nous pouvons avoir avec les juristes, mais effectivement, il ne faudra pas non plus considérer que cette annulation de charges peut se faire sans remettre en cause la protection sociale, d'ailleurs, des salariés, puisqu'évidemment, des cotisations, c'est des charges, sont payées, c'est jamais agréable, mais enfin, ils couvrent des risques pour un certain nombre de nos compatriotes. Il y a eu des reports de fiscalité. Il faut bien savoir ce que c'était la crise pour l'administration fiscale et les URSSAF qui sont sous mon autorité. Voilà des gens qui, depuis le début de l'État, leur travail, c'est de contrôler et de percevoir. Et en 24 heures, on leur a demandé d'arrêter de contrôler et surtout de redonner. Bon, c'était une conduite de changement assez intéressante. Et je remercie vraiment tous les agents de la Direction générale des finances publiques et des URSSAF qui, en télétravail très lointain, touchés également dans leur vie et dans leur pratique et autour d'eux pour leurs proches par le Covid, ont été, je crois, au rendez-vous de la République, même si ici ou là, il peut y avoir quelques sujets administratifs. Je crois que cette grande administration de Bercy a été, comme d'habitude, à la hauteur pour accompagner les entreprises. Ça, c'était l'urgence.
Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit M. le Premier ministre, le PGE, vous avez sans doute utilisé toutes ces armes. Nous sommes désormais dans le domaine de la résilience, c'est-à-dire qu'une fois que la vague a été arrêtée, on va essayer de réparer pendant l'occupation ces difficultés très fortes de secteurs qui ont été arrêtés. Tout à l'heure, je disais que le plan automobile était massif, mais il n'était pas en lien, en tout cas pour l'interlocutrice qui posait la question, avec le souci écologique qui nous est tous propre de changer de modèle dans une économie décarbonée. En attendant peut-être d'aller vers un changement très profond de ce qu'est l'industrie automobile dans notre pays, il y a 700 000 véhicules qui sont sur les parkings. Et il faut bien savoir ce que l'on souhaite, surtout qu'on sait à quel point l'automobile et ses sous-secteurs sont vraiment dans les territoires industriels. Je ne vais pas faire l'injure de rappeler la forte présence de l'industrie automobile en Normandie, chez M. le Premier ministre, ou dans ma région. Évidemment, ces 700 000 véhicules sur les parkings, il faut bien que quelqu'un les achète. Et donc, nous devons faire, et c'est ce que nous avons fait avec le plan massif évoqué, indépendamment des sujets écologiques, qui sont importants, évidemment, et qui trouvent des réponses déjà dans ce plan massif, nous devons déjà répondre à ces questions pour reprendre l'activité des sous-traitants, pour éviter, vous avez vu les sujets autour de Renault, mais finalement de toutes les industries automobiles, se posent de manière beaucoup plus massive, ferment des usines et finalement mettent fin à l'activité de grandes économies en France. Donc la résilience, ce sera ça, c'est des plans sectoriels. On a annoncé un plan tourisme, on annonce un plan automobile. Il y aura sans doute d'autres plans sectoriels pendant ce cœur de l'été, notamment pour aider ces industries qui connaissent des difficultés propres au Covid, parce que les exportations sont arrêtées, parce que les importations sont difficiles, parce que la consommation n'existe pas, ou difficilement. Et donc, nous savons bien que ce n'est pas ça qui va changer profondément l'industrie ou l'activité économique, mais que ça aidera ces entreprises à mieux fonctionner. Puis va venir le moment de la relance, de la reconstruction. C'est le plan de relance que nous souhaitons tous, très aidé par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne, bien sûr, qui sera à la fois une baisse d'impôts et une augmentation de demande. C'est peut-être, j'entends souvent des gens qui disent, mais alors c'est quoi? C'est l'offre ou la demande qu'il faut? Vous avez fait de l'offre au début, maintenant il faut de la demande. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Non, le gouvernement ne souhaite en aucun cas augmenter la fiscalité. D'abord parce que l'idéologie fiscale ne fait pas finalement à la fin le bonheur des plus pauvres d'entre nous. Ce serait d'abord incohérent et ça donnerait un très mauvais signe. Il y a un problème, il y a un impôt, et donc par définition, nous dépressions l'activité économique et nous donnons peur aux acteurs, que ce soit des particuliers ou les entreprises, de se dire je vais me faire manger, évidemment, parce que tous ces milliards annoncés, il faudra bien que quelqu'un les rembourse, et on a bien compris à la fin, ce seront des impôts, et donc il faut bloquer la consommation ou les investissements, parce qu'on sait que demain, le gouvernement augmentera pour les particuliers comme pour les entreprises les impôts. Donc ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'augmentation de fiscalité prévue. Y aura-t-il des baisses de fiscalité supplémentaires? Doit-on continuer, d'une part, la fiscalité prévue lors des annonces du Premier ministre au début de ses discours de politique générale? Vous avez évoqué l'impôt sur les sociétés. Pourquoi à 25? Parce que c'est le montant de l'impôt moyen de l'Union européenne et notre lien avec l'Allemagne, qui entre-temps a continué d'ailleurs à baisser son impôt sur les sociétés. Il nous apparaît nécessaire que l'impôt sur les sociétés continue à baisser. Faut-il le conditionner, cette baisse d'impôt sur les sociétés, avec l'idée que l'économie doit être décarbonée, par exemple? C'est une réflexion que le gouvernement peut avoir, mais il ne s'agit pas de remettre en cause cette baisse d'impôt prévue. De même pour les particuliers, beaucoup de baisses d'impôts ont eu lieu pour les ménages. L'impôt sur le revenu, décidé depuis le mois de janvier, visible grâce au prélèvement à la source. C'était le cas de la suppression de cotisations sociales, c'était le cas avec la suppression de la taxe d'habitation, et la continuité de la suppression de la taxe d'habitation est bien évidemment encore dans les budgets que nous allons présenter au Parlement. Il n'y a pas non plus de remise en cause de la baisse de l'impôt pour les particuliers. Est-ce qu'on doit baisser encore d'autres impôts que ceux qui étaient prévus? C'est une question intéressante. Dans le pacte productif présenté par Bercy, si j'ose dire, au nom du gouvernement, il y avait l'idée que les impôts de production devaient continuer à baisser. Ce sont évidemment des impôts qui pénalisent les entreprises de France et singulièrement les industries, parce que contrairement à l'Allemagne, l'impôt n'est pas versé nationalement avec une répartition locale. Les Allemands considèrent que la décentralisation, le fédéralisme, c'est des compétences, c'est pas le levier fiscal, alors que nous, on a une tendance à penser que c'est le levier fiscal, alors que chacun sait que le maire ou le président de région a peu, finalement, même si il dira sans doute l'inverse dans ses confrontations avec le gouvernement, mais a peu de levier fiscal, et ce qui l'intéresse surtout, c'est les moyens de faire et les compétences pour pouvoir agir. Peut-être sont-ils d'ailleurs trop réduits en France. C'est un débat sur la décentralisation vieux sans doute comme la Ve République. Mais en tout cas, notre idée sur les impôts de production, elle se pose de les baisser. Évidemment, ça coûte de l'argent que de baisser des recettes, parce que en plus de l'argent qu'on dépense,
et qui creuse notre déficit, qui creuse notre dette et qui soutient l'activité économique, nous avons moins de recettes. Chacun comprend que l'État, aujourd'hui, il a moins d'impôts sur les sociétés qui rentrent, il a moins d'impôts sur le revenu qui rentrent, il a moins de TICPE, la taxe sur les carburants qui rentre, il a moins de TVA qui rentre, bien évidemment. Et donc, avoir plus de dépenses et moins de recettes, ça cause les problématiques d'endettement et d'accès aux marchés financiers que nous évoquons. Enfin, ces impôts de production, leur question se pose. Et quelle contrepartie demande-t-on aux entreprises en attendant? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que simplement c'est le fait qu'ils récupèrent leur marge? Est-ce que c'est une façon pour eux de rembourser en partie leur PGE l'année prochaine? Cette question se posera dans le texte budgétaire que je vais présenter avec Bruno Le Maire, et il n'est pas encore tout à fait tranché. On pourrait imaginer que d'autres impôts sont abaissés, en cohérence d'ailleurs avec la politique du gouvernement. Par exemple, les charges patronales. Nous avons beaucoup supprimé de cotisations sociales salariées, et là on va avoir un problème d'emploi évident. Il y aura on les entend déjà d'ailleurs, des plans de licenciement, des plans de départ volontaire. Il faut voir comment on les limite, comment le chômage partiel, Monsieur le Premier ministre, peut accompagner les entreprises pour éviter cette perte de compétences et de mettre des salariés au licenciement. Donc on en discutera évidemment, et sans doute les secteurs économiques sont très différents les uns des autres, mais on pourrait aussi considérer que pour aider l'emploi, on doit continuer à supprimer des cotisations, pourquoi pas des cotisations patronales, parce qu'après tout, on fait une forme de nationalisation de l'UNEDIC en supprimant des cotisations et remplaçant par un impôt national, la CSG, l'assurance chômage pour partie. On a bien vu que c'est l'État qui a emprunté de l'argent pour payer le chômage partiel des Français, et que ce n'était pas le champ social ou que ce n'était pas l'UNEDIC qui l'ait fait entièrement. Donc ces questions se posent encore de la part du gouvernement. D'abord parce qu'il faut savoir quelle est l'ampleur de la crise. On ne la connaît pas encore tout à fait. Ça dépend aussi beaucoup de nos voisins. Nous sommes inquiets de ce qui se passe en Italie. Nous sommes inquiets de ce qui se passe en Espagne, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il y aura une deuxième vague de reconfinement? Comment l'activité économique va reprendre? Est-ce qu'on a les moyens encore de pouvoir faire 10, 15, 20, 30 milliards notamment aidés par l'Union européenne? Il y a des débats, y compris avec les pays du Nord, pour savoir si on pouvait accepter ces plans. Ils ne sont pas certains, ces plans. C'est une grande avancée. Mais pour l'instant, ce chèque n'est pas encore tout à fait signé et encaissé. Comment se comporteront les marchés financiers? Sans doute, dans les prochaines semaines, le président de la République aura l'occasion à la fois de donner un cap au pays et de donner les moyens du plan de relance. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Vous avez évoquer rapidement toute l'activité partielle. Il faut à la fois, et peut-être que chacun devrait effectivement en être d'accord, que nous puissions protéger les salariés sans faire évidemment de trappe à l'inactivité, et pourquoi pas d'ailleurs pour certains d'entre nous, et sans doute entre la caissière du supermarché et le cadre en télétravail de sa maison, y a-t-il des différences, et que le retour au travail dans des conditions sanitaires acceptables est quand même une volonté très forte de chacun des acteurs, des syndicats, je lis la CFDT, du patronat et je crois de la classe politique. Il est temps de revenir effectivement dans un travail qui n'empêchera sans doute pas des évolutions, comme une partie du télétravail, se poser la question du nombre de mètres carrés de ces bureaux, mais sans doute un retour au travail plus normal, va-t-on dire. Voilà. En quelques instants, et c'est aussi l'objet d'un décroissement du chômage partiel pour effectivement inciter davantage à reprendre l'activité. Si vous êtes d'accord, Monsieur le Premier ministre, peut-être plutôt qu'un long monologue, répondre aux questions de vos invités. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette présentation à la fois très synthétique et très complète, qui met en perspective ce que sont les orientations de la politique gouvernementale. Votre propos, comme votre présence, suscite énormément d'intérêt et de questions. Et je propose, si vous en êtes d'accord, que nous prenions maintenant les questions de nos invités. Je commence par une question que vous n'avez pas évoquée et qui, si vous y répondez, sera complémentaire du propos que vous avez déjà tenu, qui est posée par l'ancien ministre Hervé Novelli, qui, dans la fidélité à ce qu'a toujours été sa pensée, se pose la question de savoir s'il ne serait pas souhaitable de déréglementer, d'alléger le pays de la masse de normes qui, très souvent, considère-t-il, obère la dynamique des activités économiques et industrielles. Et la question qui vous est posée est de savoir ce que vous avez prévu sur le champ de la simplification et de l'allègement normative. Je m'empresse de dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que c'est une question qui est posée par Monsieur Novelli. Je salue le ministre Novelli. Bonjour Hervé. Je sais effectivement son combat juste, pour ma part, me semble-t-il, de lutter contre la volonté française. Alors, on a l'habitude de dire que c'est français. J'ai constaté dans d'autres pays qu'il y avait quand même aussi des créations de normes, de surréglementation.
C'est facile cependant à dire et c'est plus difficile à faire. Moi, je crois qu'il a raison. La crise a permis à l'État et aux collectivités locales d'ailleurs d'alléger un certain nombre de sujets pour pouvoir aller plus vite. C'est le cas des permis de construire, c'est le cas des appels d'offres, je prends l'exemple des masques. Et donc, on en a tiré des conclusions assez rapides. Dès le projet de loi de finances rectificatif numéro 3 que nous présentons le 10 juin au Conseil des ministres, j'ai proposé, avec les ministres en charge de la cohésion des territoires, notamment Sébastien Lecornu, que désormais les appels d'offres à moins de 100 000 euros passent dans des choses différentes, comme avait pu le faire le président Sarkozy durant la crise économique de 2009, et notamment que les collectivités locales puissent être beaucoup plus rapides, sans formalité excessive, pour faire travailler le tissu économique local et pour pas perdre de temps. Sans doute que le droit de l'urbanisme tel que nous l'avons conçu pendant cette crise, avec des ordonnances qui ont certes été changeantes, mais qui finalement sont simplifiées, peuvent être gardées pendant un certain temps pour améliorer. On a une année électorale, notamment le secteur du bâtiment souffre beaucoup du fait de la crise sanitaire, mais du fait de l'année électorale. Il y a moins d'investissements dans une année électorale, mais en plus, ils ont mis du temps à avoir des conseils municipaux et des maires élus. Tous ceux qui n'ont pas été élus au premier tour, ce sera fin juin. Il faudra attendre très certainement juillet-août pour avoir les intercommunalités. Enfin bref, c'est vraiment une crise très forte dans les bâtiments travaux publics de manière générale. Peut-être faudra-t-il continuer, et moi en tout cas je le souhaite, à garder des règles de temps de guerre en temps de paix retrouvée. C'est pour reprendre la métaphore du président de la République. Donc je crois que le ministre Novelli a raison. Je voudrais quand même dire que souvent les normes sont parfois demandées par les professionnels eux-mêmes. Il m'est arrivé de constater que lorsqu'on a voulu faire des choses, j'ai porté la loi dite du droit à l'erreur, notamment le permis de faire. C'est quoi le permis de faire? C'est très original. Ça consiste à partir du but et non pas des moyens. Si le but d'un appartement, c'est qu'il soit accessible aux personnes handicapées ou qu'il n'y ait pas de bruit, il ne s'agit pas de faire comme avant, comme aujourd'hui, les normes qui expliquent comment on arrive à un appartement qui reste accessible pour les personnes handicapées ou sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit, mais pour constater qu'à la fin, et laissons l'imagination faire par les entreprises, si elles arrivent à faire moins cher en étant aussi efficaces sur le but, eh ben, laissons faire les choses sans mettre de normes pour qu'on trouve effectivement des solutions innovantes, qu'on permette la concurrence et qu'on fasse baisser les prix du marché, notamment dans l'immobilier. Tous les autres secteurs immobiliers, à part les jeunes entreprises innovantes, comme on dit en bon français, étaient défavorables. Parce qu'évidemment, la norme, parfois, protège de la concurrence. Et quand on a une position dominante, mais je pense qu'Hervé, c'est ça mieux que personne, on n'a pas envie de remettre en cause le marché dans lequel on a gagné, si j'ose dire, des parts de marché. Donc parfois, les normes ne sont pas faites que par les politiques, même s'ils aiment bien parler et écrire, et elles sont aussi demandées par les responsables entrepreneuriaux, tout en se plaignant qu'il y ait trop de normes par ailleurs. Alors, une question également qui nous est posée relative à ces aides sectorielles que vous avez évoquées. Alors, il y a beaucoup de secteurs industriels qui ont été soutenus, qui le seront. Il y a également le secteur associatif, apparemment, qui s'interroge par la voix de Denis Plantan, qui se demande et qui vous demande si un certain nombre de mesures de soutien sont prévues pour le secteur associatif, et alors, en particulier, évidemment, le secteur associatif investi en matière sociale, qui a été en première ligne lors de cette crise sanitaire. Alors, y a-t-il dans les cartons un certain nombre de mesures? Bon, d'abord, tous les employeurs, y compris les associations, ont bénéficié des mesures du gouvernement. Ils ont bénéficié du report de charges, ils ont bénéficié bien évidemment du chômage partiel s'ils ne pouvaient pas avoir les moyens de payer leurs salariés. Donc évidemment, ils n'ont pas été à part. Le monde non lucratif n'a pas été à part des mesures du gouvernement. D'ailleurs, vous aurez constaté que l'intégralité des associations qui ont bénéficié des aides de l'État ont eu ce versement sans qu'on ait à décaler ou faire de la cavalerie sur le versement de ces associations. Souvent, elles bénéficient d'ailleurs à plus de 70% de subsides publics. Et les collectivités locales ont une trésorerie extrêmement importante, plus de 40 milliards d'euros de façon macroéconomique. Il peut y avoir quelques difficultés dans telle ou telle commune très touchée par le tourisme. On imagine une commune qui a à la fois un hippodrome, un casino et des places de stationnement. Elle est plus touchée que, évidemment, des villes un peu moins touristiques. Mais nous avons soutenu, on a fait les avances de fiscalité. Les communes ont eu l'argent qu'elles devaient avoir. Et donc, il n'y a aucune raison qu'une commune n'ait pas versé également les subventions, les avances de subventions aux associations. Alors, il est vrai qu'elles peuvent être particulièrement touchées, ne serait-ce que parce qu'il y aura peut-être un peu moins de dons pendant la période et qu'une grande partie des associations du secteur social touchent des dons défiscalisés. Donc nous allons voir comment on peut rendre contemporain d'ailleurs la demande de dons. Le prélèvement à la source permet de le faire. On a un gros travail en ce moment avec ces associations. Vous avez vu qu'il y a un décalage d'une année
pour les crédits et les réductions d'impôts dont font partie des associations, on peut les aider ainsi. On va voir comment demain, dans le secteur associatif de manière générale, c'est aussi le cas des clubs sportifs qui peuvent être concernés, dont le but peut être social, puisqu'il s'agit de faire du lien social, peut être particulièrement aidé. Ils feront partie évidemment du plan de relance. À quelques rares exceptions près, il ne semble pas qu'aujourd'hui, elles aient les difficultés à tel point qu'elles ne peuvent plus payer leurs salariés ou qu'elles ne puissent plus fonctionner correctement. Elles auront sans doute des problèmes structurels à partir de la fin d'année et début d'année prochaine à cause de ces dons qui seront sans doute moins présents. Il n'y a aucune raison que l'État ou que les collectivités locales, en revanche, aient baissé leurs subventions. Donc on aura une discussion, et je sais que les ministres en charge ont une discussion avec le secteur associatif, et ils feront partie évidemment des mesures de soutien du plan de relance. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a une question qui est posée par Jean-Jacques Deplex de la société Eurocapital, qui pose la question de savoir les raisons pour lesquelles vous n'avez pas décidé, dans un certain nombre de sociétés au capital desquelles l'État se trouvait, d'augmenter la participation de l'État au capital de ces sociétés, comme cela a pu être le cas en Allemagne. Il y a eu des déclarations gouvernementales d'ailleurs sur le fait que vous pouviez ne pas exclure la nationalisation temporaire d'un certain nombre de secteurs clés de l'économie en raison des difficultés exceptionnelles auxquelles le pays se trouve confronté. Quelle est votre doctrine sur ce sujet? Quelles sont les perspectives et quelles sont les initiatives qui éventuellement pourraient être prises? Bon, la comparaison avec l'Allemagne, il faut la faire entièrement. Si nous avions les finances publiques de l'Allemagne, sans doute les choses sont plus simples que lorsqu'on a les finances publiques de la France et plus compliquées encore si on a les finances publiques de l'Italie. Donc, ce qui est certain, c'est que l'Allemagne a abordé cette crise économique sans précédent en période d'excédent budgétaire. C'est pas pareil que lorsque nous avons un déficit malgré tout important, même s'il se réduisait, et des dépenses publiques malgré tout très élevées. Une fois que je vous ai dit ça, je crois que ce soutien massif de l'État français s'est fait effectivement de manière différente en permettant des prêts et en faisant jouer le secteur bancaire, qui est aussi, me semble-t-il, un intermédiaire important et qui n'a pas connu la crise de manière identique que celle de 2009. Pour le coup, ce secteur bancaire a été aidé en 2009. On peut considérer qu'aujourd'hui, le secteur bancaire, même s'il va connaître des difficultés, ne connaît pas les difficultés des industries manufacturières, par exemple, ou des commerces. Nous avons choisi de faire ces prêts. D'abord parce que c'était la réponse à l'urgence. On n'aurait pas pu nationaliser toutes les entreprises, bien par définition, ou rentrer dans l'actionnariat de toutes les entreprises. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ne l'auraient pas souhaité. Et puis, nous avons su répondre à quelques interrogations de grandes entreprises françaises. C'est le cas d'Air France, c'est le cas, vous l'avez vu, de Renault. Et on a prévu 20 milliards d'euros dans le budget précédent, celui qu'on a voté il y a 3 semaines, pour faire ces interventions. Donc, on a un instrument pour le faire. On ne peut pas le faire pour toutes les entreprises. En revanche, la question de l'endettement des entreprises est une vraie question. C'est-à-dire que là, on a permis les 25% du chiffre d'affaires en PGE, 95% des entreprises ont eu ce prêt garanti par l'État. Il ne faut pas oublier, et je sais que les chefs d'entreprise ne l'oublient pas, que c'est l'endettement supplémentaire pour les entreprises et que la question se posera dans un an, dans le remboursement de ce prêt, et il faudra sans doute considérer que cette question d'endettement d'entreprise n'est pas quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela? Peut-être que l'administration fiscale, d'ailleurs, pourrait faire des choses. Elle a accéléré les remboursements de crédits d'impôt pendant la crise. Les gens qui avaient des problèmes avec la TVA, on a accéléré le remboursement de cette TVA. On pourrait tout à fait imaginer que nous pourrions accélérer des remboursements de crédits d'impôts également pour l'année prochaine. C'est le cas de l'IS, c'est le cas, encore une fois, de la TVA. Rendre contemporain les crédits pour que l'argent cash que leur doit les impôts, et en général très décalé par rapport à leur activité économique, leur permettent notamment de rembourser les prêts garantis par l'État qu'ils ont contractés. Donc, si nous avions des finances publiques un peu améliorées, sans doute l'intervention directe aurait pu être plus importante. Et il ne nous a pas semblé cependant que ce que nous avons fait a empêché des grandes entreprises françaises de bien fonctionner. Et on voit bien d'ailleurs quelles critiques on peut avoir parfois quand on sauve ces grandes entreprises. Sur Air France, on a eu un grand débat sur oui, mais attendez, l'économie décarbonée, c'est pas en sauvant Air France qu'on y arrive. Alors qu'on sait tous qu'on ne pouvait pas laisser tomber, et c'était bien normal, entre grandes compagnies nationales. Ce Renault, vous voyez que la question a été posée tout à l'heure, oui, mais vous en avez profité, en fait, vous continuez à soutenir le diesel. Oui, mais enfin, on ne peut pas transformer une économie d'un seul coup, même si c'est sans doute nécessaire, du diesel directement à l'électrique ou à l'hybride. Donc, s'il y a ouverture dans l'actionnariat, sans doute que ça doit être conditionné effectivement à des transformations plus profondes. Je voudrais juste terminer pour dire que la nationalisation, elle peut se faire aussi différemment de l'État.
j'ai eu l'occasion d'évoquer une idée qui n'est pas révolutionnaire, celle de la participation qui était chère aux gaullistes de gauche et au général de Gaulle. Mais la participation des salariés à l'actionnariat salarié, c'est une forme de nationalisation. Des salariés qui deviennent propriétaires en partie de leur entreprise, c'est une manière pour l'État de rendre plus français, de rendre plus solide le pacte d'actionnaires, évitant ainsi les délocalisations. On imagine mal des salariés votant leur propre délocalisation. Et par ailleurs, ça permet à l'État de ne pas toujours intervenir dans l'économie, puisqu'au bout d'un moment, je n'ai pas trouvé dans les sous-sols de Bercy, et je crois que le Premier ministre, lorsqu'il était lors de mes fonctions, était pareil, les stocks d'or qu'on aurait cachés aux Français pendant des millénaires, et que nous pourrions dépenser d'un seul coup. Voilà, évidemment, tout ça se fait par l'endettement, et ça fragilise notre pays et donc les entreprises françaises d'être trop endettées. Donc je crois que la stratégie prise par le gouvernement, qui a aidé les grandes entreprises de France à fonctionner, mais aussi les plus petites, a malgré tout eu le même but que l'évocation de votre interlocuteur. En complément de la réponse que vous venez d'apporter, nous avons une question de Boris Léon Robin sur la déclaration que vous avez faite au journal de dimanche dernier sur la relance de l'épargne salariale et la participation des salariés aux résultats. La question qui vous est posée est de savoir ce que vous mettez comme mesure technique derrière cette idée que vous avez esquissée dans le journal du dimanche dernier. Alors de même, Monsieur le Premier ministre, que vous avez mis un peu de mise en abîme avec les propos d'Hervé Novelli pour pas qu'on vous les prête. Je voudrais dire que la proposition que j'ai pu faire avec l'autorisation... Moi, j'applique toujours l'adage normand, une grande confiance ne doit pas exclure une petite méfiance. Du président de la République. Ce n'est pas le ministre des Comptes publics qui a évoqué des choses dans le journal du dimanche, mais permettez-moi de le dire, celui qui fait aussi de la politique. Peut-être la schizophrénie n'est pas... tout à fait recommandée, mais elle peut permettre le débat. Donc c'est pas un projet du gouvernement, en tout cas ça ne l'est pas encore. Le président de la République, lorsqu'il était ministre de l'économie, avait mis en place des actions gratuites. Chacun s'en souvient, c'est une façon de faire de l'actionnariat salarié. Puis dans la loi Pacte, nous avons mis un meilleur intéressement, une meilleure participation, qui n'est pas la même chose. Hein. Chacun sait que l'intéressement, c'est l'intéressement au bénéfice. On peut avoir un intéressement au bénéfice sans être actionnaire salarié. Et puis la participation, c'est l'actionnariat salarié, qui date d'un certain temps ou d'un temps certain, mais qui a toujours été quelque chose de non généralisé, parfois de complexe, parfois fiscalisé. Ce que je propose, c'est 4 choses très rapides. D'abord, je pense que nous devons retrouver le lien d'intérêt entre la classe travailleuse et le capitalisme, le rendre plus humain, et donc de trouver des intérêts convergents, ce que De Gaulle appelait la responsabilité entre ceux qui ont la force de travail et ceux qui ont le capital, et donc de le faire de manière générale, c'est-à-dire pour tout le monde. Et une obligation d'actionnariat salarié. Il ne m'appartient pas de dire si c'est 5, 10, 15, 20%. Je pense que ça, c'est une négociation qu'on doit avoir avec tous les acteurs, mais je pense qu'elle doit être générale et plus optionnelle. La contrepartie de ça, c'est que je pense qu'on doit supprimer la fiscalité que l'on impose aux entreprises et parfois aux bénéficiaires de cette participation, le forfait social, que aujourd'hui les entreprises de plus de 250 salariés payent à 20%, et l'impôt sur le revenu que payent les salariés s'ils débloquent de leur compte épargne entreprise le fruit de la participation, ce qui rendrait sans doute plus légitime d'ailleurs la volonté de reconsommer et d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans augmenter forcément leur salaire, qui tuerait de l'emploi. L'augmentation générale du SMIC, on sait tous qu'à la fin des fins, ça fait plaisir à quelques euros près à la caissière, et puis à la fin, il y a moins de caissières, parce qu'on a tué de l'emploi. Donc ça me paraissait normal de dire oui, il y a un problème de pouvoir d'achat, on augmente le pouvoir d'achat en général, mais pas forcément le salaire, puisque la participation est en plus du salaire. Troisièmement, dans l'accroissement de capital que pourrait faire une entreprise, on pourrait rendre obligatoire le fait que les salariés soient obligatoirement par des actions gratuites, ce qui ne leur coûterait rien, mais leur rapporterait demain beaucoup, soit par option, de dire c'est forcément d'abord les salariés qui doivent pouvoir être au rendez-vous de l'accroissement du capital et pas tel fonds étranger qui viendrait peut-être fragiliser le pacte d'actionnaires, devrait être rendu obligatoire. Puis 4, une grande simplification, parce qu'on voit bien que ce que j'ai dit est sans doute facile dans de grandes entreprises, et plus difficile pour le boucher charcutier de Tourcoing qui a 6 salariés, qui certes gagne de l'argent, mais trouve très compliqué de mettre en place cette participation qui est propre au grand groupe. On l'a un peu vu quand on a voulu conditionner la prime du président de la République à l'intéressement. C'était un peu le débat du PLF de l'année dernière. Et donc moi je pense qu'on peut faire une énorme simplification avec que l'actionnariat salarié soit aussi simple
que lorsque vous avez un versement de salaire avec des cotisations qui sont prélevées. Donc c'est quelque chose que De Gaulle appelait ça la troisième voie, parce qu'à l'époque, il était non aligné sur les soviétiques et non aligné sur les capitalistes américains. Évidemment, le temps a changé. Il s'agit peut-être de rendre les choses entre ceux qui veulent la décroissance absolue et qui toucheraient les plus pauvres, bien évidemment, et que ceux qui veulent que le capital financier mondialisé, un capitalisme plus humain. Alors, une question, alors pardon, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est intéressant néanmoins parce que voilà un secteur assez particulier dont il a été pas mal question, c'est le secteur de la nuit. Et nous avons, alors je ne sais pas si c'est un patron de discothèque, sans doute pas, mais Benoît Audouin, qui nous interroge sur la manière dont vous envisagez d'aider ou de laisser mourir, alors je le cite, le secteur des discothèques qui semble-t-il a quelques difficultés à trouver de l'appui auprès du secteur bancaire, d'après son témoignage. Donc, est-ce que ce secteur particulier fait partie de vos préoccupations premières ? Oui, c'est un secteur qui souffre énormément et on voit bien pourquoi. On le voit bien pourquoi pour des raisons sanitaires et on peut comprendre que des banques qui jouent le jeu de l'économie mais qui ne veulent pas le risque absolu se disent peut-être que c'est quelque chose qui ne sera pas là dans le monde d'après, la discothèque. Bon, évidemment, c'est une idée qu'il faut que nous combattions et que nous aidions les entrepreneurs du monde de la nuit à travailler, à survivre d'abord dans cette période qui sera très difficile pour eux et sans doute qu'ils seront-ils les derniers à reprendre la vie normale et j'en ai tout à fait conscience. Donc, qu'ils se rassurent. Notre déconfinement est progressif, mais du coup, nos aides sont également progressives. Il n'y a pas de raison d'aider particulièrement aujourd'hui le secteur de l'assurance, chacun l'aura compris, ou même le secteur de la banque. J'ai refusé les annulations de charges ou les reports de charges parfois de chez l'entreprise, du secteur de l'assurance ou de la banque qui me les demandaient. Il n'y avait pas de raison de ne pas les payer. La grande distribution, même si elle connaît des difficultés dans sa façon de fonctionner par son modèle, a quand même malgré tout fonctionné. Donc elle devait payer ses impôts et ses taxes et pas avoir d'aide particulière. On voit bien que la restauration, l'hôtellerie, les parcs de loisirs connaissent ces difficultés aujourd'hui et on doit continuer à les aider. Et demain, alors même que nous ouvrirons, je ne connais pas exactement les annonces du Premier ministre, mais enfin on peut imaginer que si nous ouvrons demain ou après-demain ou après-après-demain les restaurants, dans des conditions sanitaires acceptables, le monde de la nuit, la discothèque ne rouvrira pas immédiatement. Ne serait-ce que, je ne vais pas prendre son métier à votre interlocuteur, mais parce que c'est difficile de faire respecter une instance sanitaire forcément dans une discothèque. Donc, nous allons continuer à les aider. Un plan spécifique sera fait pour eux, en concertation avec évidemment leur fédération professionnelle, pour les aider à passer cette crise, à imaginer ensemble c'est quoi les conditions sanitaires et quand le virus. Donc, je rappelle que nous n'avons ni traitement ni vaccin, ce qui rend très incertain la façon dont on le voit muter ou arriver. On peut penser que d'ici quelques mois, soit un traitement, soit un vaccin arrivera. Lorsqu'il reviendra, ces discothèques pourront réouvrir dans des conditions évidemment tout à fait acceptables et que nous n'avons pas laissé de côté des entrepreneurs et ainsi montrer aux banques qu'ils peuvent continuer à soutenir cette activité économique. Monsieur le ministre, je voudrais, si vous en êtes d'accord, qu'on revienne aux questions européennes avec Jean-Frédéric Chardon de SIA Partners, qui pose la question de la dette européenne, la mutualisation de la dette et de l'annulation de la dette publique détenue par la BCE. Il y a un débat au sein de l'Union européenne sur ces questions depuis très longtemps, sur la mutualisation de la dette, sur les orientations de politique économique qui doivent présider aux décisions de l'Union européenne. Il y a des déclarations du président de la République française sur ce sujet au commencement de la crise sanitaire. Il y a eu une initiative franco-allemande la semaine dernière portée par le président et la chancelière. Il y a eu une déclaration de 4 pays de l'Union européenne autour des Pays-Bas notamment, rappelant aux règles budgétaires l'ensemble des pays de l'Union européenne. On voit que le débat est extrêmement vif, toujours, que la crise sanitaire a montré qu'il y avait des différences entre les pays de l'Union européenne, vous l'avez rappelé lorsque vous avez évoqué les prises de participation au sein d'entreprises par l'État. Quelle est votre philosophie sur ce sujet? Quelle est la marge de manœuvre dont dispose la France pour prendre des initiatives européennes qui aillent dans le sens de ce que souhaite notre pays depuis de nombreuses années? Comment est-ce que vous éprouvez la solidité de la relation franco-allemande sur ces questions dans un contexte politique particulier et jusqu'où pensez-vous qu'il soit possible d'aller sur ce sujet de la mutualisation de la dette? Bon, c'est une question évidemment très importante et puis jouons avec les milliards, on a du mal à toujours se rendre compte des choses. Nous allons connaître un moment, c'était déjà un peu le cas et sans doute c'est une grande différence avec la crise de 2009, une des grandes différences où les pays vont être très endettés
les pays vont être très endettés et où les particuliers et surtout les entreprises le seront aussi. Donc il y aura une sorte de constat de surendettement global. Peut-on vivre avec ce surendettement global? C'est une question intéressante. Les marchés financiers, sans doute, préfèrent l'endettement à la faillite. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils ont vu que les États intervenaient, ils n'ont pas été affolés, ils ont continué à nous prêter. La France, d'ailleurs, encore aujourd'hui, emprunte à des taux négatifs. Deuxièmement, je suis pas très, c'est pas tout à fait votre question, mais enfin, elle se pose un peu comme ça quand même. Je ne suis pas très favorable à l'idée qu'il y a une dette qu'on pourrait annuler, qu'elle soit d'ailleurs annulée par la BCE ou qu'elle soit annulée par les États ou par les banques. Bon, la rupture de dette, c'est toujours une rupture de confiance. Alors, on peut imaginer que par une décision politique très volontaire, on dise on rembourse pas nos banquiers. Ça peut arriver. Je pense qu'il y aura des conséquences sur les taux d'intérêt immédiatement. Vous savez que la France, elle emprunte tous les 15 jours sur les marchés financiers. Hein. C'est évidemment, on a besoin de nos financiers. Et puis, tous les 7 ans, on renouvelle notre stock de dette. Donc, c'est assez, pour moi, compliqué d'imaginer qu'on puisse dire aux banquiers, bah, finalement, vous avez prêté des milliards et des milliards, puis on ne va pas vous rembourser parce qu'on est les États ou parce qu'on est l'Europe. En général, on le paye après. Si je demande à un copain 100 € et que je lui rends pas, il y a de raisons pour que la prochaine fois, s'il me reprête de l'argent, à moins qu'il soit complètement débile, hein, c'est possible, mais enfin, en général, c'est pas le cas de tous mes amis, il va me prêter un taux d'intérêt très cher parce que le risque de me prêter sera très élevé puisque j'ai fait une rupture de confiance, puisque je n'ai pas remboursé. Alors, il y a des gens qui évoquent la dette perpétuelle. Bon, c'est un peu comme moi, je pense qu'il y a 2 dettes dans notre pays. Il y a la dette écologique et la dette budgétaire. La dette écologique, elle peut pas être perpétuelle. On va mettre de côté la biodiversité, de se dire, bah, on laissera le soin à la fin du monde de la rembourser. Évidemment, ça paraît déraisonnable. Je ne pense pas que la dette budgétaire puisse être perpétuelle, sauf à imaginer ce que disent certains banquiers. Donc, ça m'inquiète pour l'État. Quand ils sont d'accord sur le fait qu'on ne rembourse pas la dette, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un taux d'intérêt payé sur cette dette perpétuelle. On voit bien l'intérêt pour les banquiers qui nous ont prêté, de prêter à 1% une dette qu'on ne rembourserait pas dans son stock, mais dont on renouvellerait chaque année l'intérêt. Je pense que dans ces cas-là, c'est les Français qui se font avoir. Et on repousse sur nos enfants et nos petits-enfants notre non-responsabilité de rembourser cette dette. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il y a évidemment beaucoup d'astuces pour que cette dette soit quand même renégociée. D'abord, vous l'avez dit, la Banque Centrale Européenne, en nous permettant son intervention du début de la crise, nous a permis de continuer à emprunter à des taux négatifs. Aujourd'hui, nous gagnons de l'argent à emprunter. C'est absurde parfois, mais c'est le cas. Ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Deuxièmement, la dette mutualisée est une question très intéressante en revanche. C'est-à-dire de dire qu'on a une dette, on ne nie pas le fait qu'il va falloir rembourser, mais avec nos grands partenaires. Peut-être d'ailleurs une dette qui peut être visée sur les points de PIB qui correspondent à la dette Covid. On pourrait imaginer qu'on isole pour la rendre plus acceptable de la part de pays qui ont fait plus d'efforts que nous, notamment aux pays du Nord, qu'on appelle frugaux, que certains appellent égoïstes, mais qu'on pourrait appeler frugaux, de dire, bon ben voilà, on a 15 ou 20 points de dette Covid, à peu près dans chaque pays, on accepte de la mutualiser et d'unir nos forces pour discuter avec les marchés financiers, de voir comment on peut faire les choses, et en acceptant une forme d'inflation peut-être, parce que c'est comme ça qu'on mange aussi la dette, ou alors une forme de remboursement spécifique. Moi, je n'ai rien contre, et au contraire, ça peut être à mon avis une grande solution, mais elle n'est pas totalement dans l'annulation de la dette évoquée tout à l'heure. Puis enfin, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux autres pays, puisque c'est la construction de l'Union européenne en elle-même qui va être attaquée, que dans 10 ou dans 15 ans, on ne voit pas que les Britanniques ont choisi la sortie de l'Union européenne et qui ont gardé leur monnaie, avec une intervention très forte peut-être de leur banque centrale, s'en sortira mieux que nous qui, dans 20 ans, on aura toujours une dette très importante et on dira peut-être il faudra augmenter les impôts, baisser fortement les dépenses publiques parce qu'il faut qu'on rembourse cette dette dans laquelle nous sommes attaqués de toutes parts par les marchés financiers. Il faut faire attention à ce que l'euro montre son efficacité. On n'a pas assez dit que l'euro avait montré sa grande efficacité pendant la crise. Nous aurions sans doute été attaqués dans notre monnaie nationale si nous n'avions pas été dans l'euro. La conséquence de ça, c'est qu'il y a peu d'inflation, c'est que nous sommes pris par des négociations, effectivement, mais on voit le bouger de Mme Merkel, et je pense qu'il faut le saluer, parce qu'il est historique de la mutualisation, mais il faut aussi se comparer avec d'autres. On voit bien qu'aujourd'hui, la Banque centrale américaine, qui pourtant est indépendante, la Banque centrale anglaise, qui est pourtant indépendante, intervient dans l'économie, rachète de la dette, et il faut sans doute un peu d'interventionnisme économique, et donc il faut sans doute un peu changer les traités européens. Madame Lagarde l'a dit elle-même, donc il me semble normal que de l'évoquer. Donc je ne suis pas pour la rupture de dette, je ne pense pas que la dette perpétuelle soit une solution, sauf à la faire payer en fait aux Français, et donc finalement de se faire avoir par les banquiers. Je ne suis pas certain non plus qu'il faille faire comme s'il n'y avait pas quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé.
Et donc la mutualisation de la dette est une question intéressante. Donc la solution se trouve entre les deux. Voilà, c'est une question très intéressante, très importante et qui demande encore beaucoup de travail. Oui, alors Monsieur le ministre, vous évoquiez une manière de moins s'endetter qui consiste tout simplement à faire des économies, à moins dépenser. Alors c'est justement une des questions que Pascal Pontroué se pose. Y a-t-il d'ores et déjà un certain nombre de réflexions, de pistes d'économies, de postes budgétaires sur lesquels vous souhaiteriez que des efforts soient faits, des économies soient réalisées? Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une amie de Hervé Novelli, mais on trouve une problématique évidemment que certains se posent. Ce serait pas raisonnable de considérer que dans le budget 2021, on puisse faire 3, 4, 5, 10, 20 milliards d'économies. Ce serait mentir. Ou alors ce serait provoquer la révolution. Parce que il y a entre la réalité et la perception, et les politiques qui travaillent aussi avec la perception des Français, le fait que les services publics ne sont pas assez présents, que l'État n'est pas assez fort, que les collectivités locales ne sont pas assez aidées, que les entreprises demandent sans cesse des annulations de charges. On ne peut pas à la fois demander des annulations de charges et des reports d'impôts et faire des économies. Chacun comprend qu'il y a une sorte de contradiction, puisque par ailleurs, on ne touche pas à la protection sociale. Et il ne me semble pas que ce soit aujourd'hui qu'on puisse réduire les moyens d'hôpital public, par exemple, ou les moyens d'assurance chômage au moment où on va avoir des centaines de milliers de personnes qui peut-être demain taperont à la porte de Pôle emploi. Donc il faut savoir rester raisonnable et se dire qu'en 2021, si nous arrivons déjà à renouer avec la croissance, c'est-à-dire à permettre que, et finalement c'était la stratégie du gouvernement, même s'il a fait quelques économies et parfois elles ont été impopulaires et parfois je suis bien payé pour le savoir et qu'elles étaient nécessaires, il faut bien voir que la stratégie du gouvernement c'était une forme de courbe de l'affaire à l'envers, puisqu'on a considéré qu'en baissant les impôts et en donnant confiance aux acteurs économiques, nous avions finalement, c'est ce qui s'est passé, plus de recettes, et grâce à ces recettes, nous sommes payés à la fois de protection sociale et on a réussi à diminuer nos chiffres négatifs de compte public, parce que c'est la croissance qui nous a aidé à le faire. Donc, il y a un effet récessionniste quand même de faire des économies trop importantes, qui passeront forcément par les prestations sociales et par le monde social. Sur 100% de dépenses publiques, c'est quasiment 60 désormais qui sont consacrés à notre protection sociale, à l'hôpital public, aux retraites, à la vie de famille, à la protection de l'emploi. Je ne me vois pas le proposer au président de la République. Et si je le proposais, je ne suis pas sûr qu'il rendra un arbitrage favorable à cette proposition. Donc, notre stratégie est la suivante. Dans l'urgence, il faut montrer aux Français que ces milliards d'euros dépensés, ça ne se traduira pas par une augmentation d'impôts, afin de permettre le déblocage de la consommation et le déblocage de l'investissement que demain les entreprises pourront faire. Cela doit être le mieux ciblé possible pour qu'il n'y ait pas d'effet d'éviction, qu'il n'y ait pas de passagers clandestins qui profiteraient de cet argent sans consommer ou sans investir, et miser sur la stabilité de notre politique, et notamment grâce à nos institutions. On ne dit jamais assez que c'est les institutions de la Ve République qui montrent qu'il n'y a pas, malgré les crises, malgré l'impopularité parfois des dirigeants, d'instabilité parlementaire. Regardez ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Nous sommes assurés d'avoir un président de la République pour 5 ans, nous sommes assurés d'avoir un gouvernement qui fonctionne pour 5 ans, et ça aide les marchés à nous prêter. Voilà. Et donc, il ne faut pas non plus penser que l'économie, ce ne sont que des chiffres économiques, c'est avant tout de la confiance, et il faut rétablir la confiance. Donc, la baisse de dépenses publiques, on peut toujours ici ou là faire attention, bien sûr, ou diminuer un certain nombre de postes, mais général, ne doit pas être, à mon avis, et ne devrait pas être, en tout cas dans les 2 prochaines années, le sujet principal du gouvernement de la République. Monsieur le ministre, sur les débats qui occupent beaucoup le monde économique aujourd'hui et également le monde politique, il y a la réflexion sur ce que sera le monde d'après, avec énormément de publications émanant de think tanks, de personnalités politiques, d'organisations non gouvernementales sur ce que pourrait être l'organisation de la société et de l'économie postérieurement à cette crise tellurique que nous sommes en train de vivre. Il y a un instrument d'orientation des politiques publiques ou d'incitation des acteurs économiques à faire certains choix plutôt que d'autres, qui est l'instrument de politique fiscale. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, et je fais le porte-parole d'un très grand nombre de participants qui ont ces questions en tête, et quelles sont les grandes orientations de la politique fiscale du gouvernement pour les années à venir, qui permettraient de catalyser la réorganisation de l'économie en tenant compte des enseignements de la crise. Tout à l'heure, le professeur Collet évoquait la question de la réforme des impôts de production.
beaucoup de gouvernements au cours des dernières années sont engagés dans une diminution des impôts de production. Vous avez vous-même fait de ce sujet une priorité. Vous avez indiqué tout à l'heure la nécessité d'harmoniser notre taux d'impôt sur les sociétés avec celui d'autres pays de l'Union européenne. Si vous deviez en quelques mots nous dire ce que seraient les grandes orientations d'une réforme de la fiscalité applicable aux entreprises à des fins d'accompagnement notamment de la transition écologique, vous feriez plaisir à beaucoup de nos invités de ce matin. Malheureusement, je pense que je vais vous décevoir, M. le Premier ministre, parce que non seulement ce ne serait pas moi qui l'annoncerai, il faut savoir trouver les arguments pour survivre dans un milieu hostile, mais en plus, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit finalisé. Je vais prendre l'exemple des impôts de production pour montrer la complexité, et si c'était facile, d'autres, bien sûr, l'auraient fait avant nous. Les impôts de production, ils sont plusieurs. Et notamment, il y en a un qui est versé, ce qu'on appelle la C3S, à la sécurité sociale. Est-ce que c'est le moment de retirer des moyens à la sécurité sociale? C'est une question politique intéressante. Elle serait forcément compensée par un autre impôt si c'était le cas, pour que l'État compense à la Sécu, et donc finalement porterait la fiscalité sur quelqu'un d'autre. Donc c'est une question forte. Ou aux collectivités locales. Les impôts de production ne sont pas touchés par l'État. Donc, quand j'entends des politiques dire il faut absolument supprimer les impôts de production, souvent d'ailleurs ils gèrent des collectivités locales, évidemment il faut faire attention de savoir s'ils sont eux d'accord pour ne plus toucher de recettes ou s'ils pensent que l'État va compenser les recettes que l'annonce qu'ils viennent de faire et qui plaît à leur auditoire arrivera. Souvent d'ailleurs quand on pose la question au président de région, au président de département, on sent qu'il y a comme un petit hiatus. Dans la C3S, c'est 4 milliards d'euros, c'est pas énormément d'argent, il faut bien l'avouer. En plus du fait que ça va à la sécurité sociale, un tiers de cette 3S est payé par les banques et les assurances. Est-ce que c'est le moment de donner ce cadeau aux banques et aux assurances? Ou est-ce qu'il faudrait redécouper et compliquer la fiscalité pour dire on fait la C3S sans les banques et les assurances? Sans doute ce ne serait pas constitutionnel que de faire un impôt spécifique social versé directement à la sécurité sociale. Mais enfin, nous pourrions quand même le faire. La question se pose. Voilà. En tout cas, elle est sur la table du gouvernement. Les autres impôts de production, qui sont assis sur le chiffre d'affaires, sur la masse salariale, je ne vais pas détailler ici, ils sont touchés par les collectivités locales. Est-ce le moment de la relance économique où nous avons besoin des collectivités locales et nous faisons les efforts de ne pas baisser leurs dotations, de compenser une partie de leurs recettes? Le Premier ministre, vendredi, les reçoit et fera des annonces sans doute dans le cadre du projet de finances numéro 3 pour aider justement le tissu local à fonctionner. Est-ce le moment de leur priver de recettes au moment où nous faisons un pacte de confiance avec eux pour relancer l'économie, alors qu'on a vu qu'à l'euro près, nous avions compensé la taxe d'habitation? Je suis bien passé pour vous dire que pendant 2 ans et demi, j'ai eu le droit à beaucoup de contestations et on ne pouvait pas, me semble-t-il, m'attaquer sur le fait que je n'aimais pas les collectivités locales personnellement. Donc, il y a un arbitrage à faire, il n'est pas fait. La volonté du gouvernement, c'est d'aller vers la suppression des impôts de production parce qu'il mine la compétitivité économique, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, et notamment industrielle, et issu d'un territoire industriel. J'y suis très sensible. Il y a aussi des défauts à la suppression des impôts de production. Je crois que le président de la République va rendre, dans le cadre du plan de relance, ces arbitrages. Vous avez vu qu'il ne l'a pas évoqué lors du plan automobile. Donc, c'est une question évidemment très, très importante. Sur l'impôt sur les sociétés, la question est de savoir quel est le bon outil pour amener l'économie décarbonée. Est-ce que c'est des subventions qui permettent de transformer une usine qui fonctionne au diesel à une autre usine? Bon. Est-ce que c'est des crédits d'impôt? Alors moi, je suis très défavorable, même si à la fin, c'est sans doute ce qui peut arriver, parce que le crédit d'impôt, c'est en fait une économie très administrée. On explique aux gens comment utiliser leurs impôts. S'ils n'utilisent pas bien, du coup, on leur donne plus de fiscalité. Puis un petit système shadowkien, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et donc, on crée des trous dans le gruyère et donc, on augmente les impôts, mais en fait, on les baisse parce que c'est inacceptable, sinon, de transformer économiquement. Donc, ça devient un peu compliqué. Et puis après, évidemment, là, ça fait des fonctionnaires, ça fait des gens qui contrôlent, ça fait des gens qui ont des redressements parce qu'il y a trop de crédits d'impôt. Donc, c'est évidemment très compliqué, ces crédits d'impôt. Ils sont très nombreux. Les niches fiscales, je rappelle, sociétés comme particuliers, c'est 100 milliards d'euros, c'est-à-dire supérieur au rendement de l'impôt sur le revenu en France. Donc peut-être que le système est un peu fou, mais enfin peut-être que c'est la solution pour aider au plus vite une économie décarbonée. Vous allez vers l'économie décarbonée, vous faites des investissements décarbonés, on vous donne un crédit d'impôt. Bon, comme il y a eu le crédit d'impôt recherche, qui montre son efficacité malgré tout. Ou est-ce que c'est une baisse de fiscalité pour toute ou partie de ce qui pourrait être une dépense qui serait vertueuse écologiquement et une augmentation de fiscalité pour une dépense brune? Nous allons présenter en 2021 le premier budget vert, c'est-à-dire un budget présenté à la fois budgétairement avec des chiffres, mais aussi est-ce que les dépenses que nous faisons sont écologiques ou pas?
Et on s'aperçoit que les subventions, bien sûr, de l'État à tel ou tel secteur économique peuvent être vues sur écologiquement favorable ou non, mais les dépenses fiscales, ces fameux crédits d'impôt et niches fiscales, sont à 75% en France négatifs pour l'environnement. La quasi-totalité du secteur de l'immobilier. Le Pinel ou le prêt à taux zéro, c'est l'artificialisation des sols dans la plupart des cas. On voit tous que c'est très important pour l'économie. Les élus utilisent le Pinel, bien sûr, et les Français se logent dans ces bâtiments. Mais si on veut être écologiquement responsable, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Donc il y a une sorte de dualité, et c'est ça la politique, entre deux objectifs. Et on a du mal à tuer deux oiseaux avec la même pierre, en général. Donc c'est une question intéressante. Et puis qu'est-ce que écologiquement est positif quand on va aider une entreprise? Je prends l'exemple d'un chemin de fer. Un chemin de fer, c'est classé positivement, c'est moins de gaz carbonique. Mais c'est négatif si vous parlez de la biodiversité. C'est quoi votre critère? C'est la biodiversité ou c'est le gaz carbonique? Le nucléaire, c'est très mauvais à cause des déchets pour l'environnement. Mais en même temps, ça réduit les effets de serre. Une dépense nucléaire peut être une dépense positive pour l'environnement. Donc l'environnement ou l'économie décarbonée, c'est l'économie avec moins de carbone, mais l'économie compatible avec la croissance verte, c'est autre chose encore. Donc il faut sans doute que nous discutions aussi des objectifs environnementaux qu'on veut se fixer, de voir est-ce qu'on les module quand même avec l'emploi ou avec le logement, enfin bref, avec d'autres objectifs de politique publique, et du coup, quel instrument on met en place pour aider tel ou tel sujet. Donc il me paraît un peu trop tôt encore pour les définir, et donc je suis désolé de vous décevoir. Bon, j'aurais essayé. Oui. On peut même tenter un deuxième essai, un second essai. Vous avez évidemment omis de prononcer l'expression peut-être qu'on n'aura plus le droit d'employer, c'est le taxe carbone. Connaît le destin funeste d'un certain nombre de tentatives de mise en place de telles taxes récemment. Néanmoins, je crois qu'il y a quasi-unanimité des experts, tant économistes qu'environnementalistes, que fiscalistes, pour considérer que c'est un outil pertinent, potentiellement efficace, utile. Un gros rapport du Conseil des prélèvements obligatoires l'année dernière a été publié sur ce point. Il propose de pousser, de revenir à la charge en quelque sorte sur ce terrain. Ça vous semble tout à fait exclu à court ou moyen terme, ou bien est-ce que cet outil, parmi d'autres, le cas échéant, pourrait être remis sur la table? Ça me paraîtrait pas raisonnable que de le présenter, en tout cas dans un temps assez court. Même si le pétrole ayant historiquement baissé pour des raisons géopolitiques qu'on n'aura pas à revenir ici, et dont on ne connaît pas d'ailleurs les conséquences d'un pétrole aussi bas, bon, ça posera un certain nombre de questions sans doute économiques. Je ne pense pas que ce soit raisonnable d'augmenter la taxe dite carbone, dont on a vu finalement qu'il peut y avoir des idées très rationnelles et très efficaces, mais mal comprises par la population, et en général, en répétant 4 fois à la population qu'elle l'a mal comprise, elle l'a compris, mais en fait, elle n'est pas d'accord. C'est un peu le problème de faire de la démocratie avec le peuple. C'est que parfois, il peut ne pas être d'accord avec ce qu'on fait. Je ne crois pas que ce soit le bon outil aujourd'hui. Par contre, de la fiscalité écologique en tant que telle, c'est intéressant en soi. On a déjà augmenté la fiscalité carbone. Le gouvernement a arrêté son augmentation, mais il a accepté de ne pas revenir sur les premières fiscalités. Et puis deuxièmement, on a d'autres secteurs, il n'y a pas que les particuliers qui sont concernés. On voit bien à quel point les agriculteurs ou les routiers ont des difficultés aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui exclus d'une augmentation d'une taxe carbone telle que nous l'avions imaginé collectivement. Les taxis, les agriculteurs, les routiers, ils n'avaient pas cette taxation au carbone. Pourtant, on sait qu'ils sont parmi les plus pollueurs, mais on voit bien les difficultés. Alors, on essaie de faire par secteur. C'est le cas du GNR, donc le gazole non routier, hein, ce qu'utilise notamment pour les travaux de terrassement du BTP le diesel. On a augmenté cette fiscalité en échange d'un investissement et d'une aide à ce que leurs véhicules deviennent propres. C'est parfois facile à dire et difficile à faire. Caterpillar ne fait pas immédiatement des outils qui sont directement non diesel. Donc il faut aussi le temps du changement de la filière pour aller vers l'économie décarbonée. Et on voit bien à quel point pour le BTP c'est difficile de passer du GNR, enfin d'une niche fiscale appliquée à leur carburant à une niche écologique. Donc je pense pas que ce soit le bon outil, en tout cas dans le budget 2021. Je voudrais faire une annonce, nous n'avons pas prévu la taxe carbone en 2021. Merci, Monsieur le Ministre, pour la précision de cette question. Il y a quelques questions sur la suite des plans sectoriels après l'annonce par le Président de la République du plan concernant l'automobile, et notamment une question sur tout le secteur aéronautique avec des entreprises qui sont bien entendu très affectées par la crise.
est-ce que vous avez prévu dans ce secteur, mais également dans d'autres secteurs, d'autres plans sectoriels? Et si oui, quels sont les secteurs dans lesquels vous allez vous plonger au cours des prochaines semaines et quel est le calendrier éventuel des annonces? Oui, le secteur aéronautique, évidemment, est extrêmement touché, du fait, évidemment, d'un nombre d'avions qui volent beaucoup moins ou qui volaient beaucoup moins par rapport à avant. Bien sûr, du fait de la crise que nous allons connaître encore quelques mois, je crois, sans comprendre de ce qu'a dit le patron d'Aéroports de Paris, que ça va être au moins 2 ans avant que le nombre d'avions qui correspondent à la vie normale d'un aéroport comme Roissy ou Orly puisse revenir. Donc, ce sera une crise très longue. Le fait de la fragilité des compagnies aériennes et donc du coût de leurs commandes. Donc, évidemment, pour Airbus, pour tous les sous-traitants, c'est évidemment dramatique. On l'a déjà évoqué, le fait que l'État, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, le ministre de l'économie également sera au rendez-vous en cas de grande difficulté comme peut l'être, comme a pu l'être Air France. Il y a un plan aéronautique qui est prévu. Il me semble que le président de la République qui a annoncé le plan automobile sera intéressé également d'évoquer ce plan aéronautique. Il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais nous sommes très à l'écoute, évidemment, de tout ce secteur, la région toulousaine, mais pas simplement. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura sans doute des morts dans les compagnies européennes et mondiales. On verra comment ils interviennent auprès des compagnies aériennes. Et il ne faudrait pas non plus conditionner trop l'accélération des aides par rapport à un objectif immédiat d'environnement, parce que évidemment dans ces cas-là on va remettre beaucoup en cause des processus industriels qui sont longs. Donc qu'il s'agisse d'aller vers l'avion propre, je pense que chacun a envie de le faire, y compris d'ailleurs les sous-traitants et les producteurs d'avions, mais c'est sans doute pas dans le mois prochain qu'on y arrive et qu'on peut conditionner ces aides immédiatement. Deuxièmement, il y a aussi une question autour du tourisme et du voyage d'affaires. Peut-être que les changements de comportement vont faire naître aussi une baisse de circulation mondiale. On prendra peut-être un peu moins un avion pour partir le week-end à Madrid alors qu'on a découvert la maison de campagne à côté de chez soi. Peut-être que les voyages d'affaires se feront un petit peu moins parce que beaucoup d'entre nous ont découvert que le télétravail ou la visio était quelque chose sur lequel on pouvait fonctionner. Ça remplace pas toujours le contact humain, mais ça peut remplacer en partie. Et donc déjà, handicaper un peu plus, comme bien même le virus serait totalement éradiqué, la participation des Français ou de manière générale des Européens à l'aviation. Donc il faut prendre en compte tout cela. Peut-être que ça prend encore un petit peu de temps de réflexion, mais effectivement, il y aura un plan aéronautique. Merci. Oui, alors je rebondis d'ailleurs sur cette question du télétravail qui a été évidemment centrale pendant cette période. On a découvert qu'on pouvait télétravailler finalement assez bien. Est-ce que, alors là c'est peut-être un peu de la prospective, mais est-ce que cette évolution, peut-être des modèles de fonctionnement de certaines entreprises ont vocation à avoir un certain nombre d'influences sur notre code général des impôts, notamment sur la règle de domiciliation fiscale? Il y a eu une polémique l'année dernière qui a été partiellement résolue par la loi de finances pour 2000 avec cette question d'un certain nombre de patrons de grandes entreprises qui auraient été domiciliés à l'étranger, qui désormais peut-être ne le pourraient plus. Est-ce que le fait que le télétravail ait tendance à se développer est de nature, alors peut-être pas à remettre en cause cette disposition spécifique, mais plus généralement à faire réfléchir en effet sur le lien entre le fait de payer l'impôt en France et le fait de travailler physiquement en France, ou bien est-ce que c'est peut-être pour plus tard ou pour jamais, une question de science-fiction, je ne sais pas. Non, on peut toujours réfléchir à la modernisation de la fiscalité, bien évidemment, sinon on restera encore avec la gamelle. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'on puisse réfléchir. Moi, je suis quand même attaché à 2 choses. La première, c'est que l'opinion publique est de plus en plus sensible. J'allais dire même de moins en moins rationnelle à l'idée qu'on combatte la fraude ou l'optimisation très agressive, qui n'est pas juridiquement la même chose, mais qui pour les Français, c'est scandaleux. L'idée qu'il y a de l'argent que eux payent et pas ceux qu'on en ont, c'est quand même un sujet, si on veut pas que la société soit complètement mise à bas, qui est quand même dans le débat public. Et deuxièmement, moi je suis très attaché à l'idée très républicaine, très française, que l'impôt n'est pas fondé sur la nationalité, mais fondé sur la domiciliation, sur la territorialisation. Et je pense que ce serait assez dangereux d'ailleurs d'imaginer que l'impôt n'est fondé que sur la nationalité, parce qu'on voit bien que ceux qui veulent nous amener là, c'est aussi des gens qui veulent dire que la nationalité fait naître des droits, puisqu'ils payent des impôts, et donc on y aurait une différence nationale dans l'accès aux prestations sociales, dans l'éducation, et je ne pense pas que ce soit le modèle républicain. Donc moi je suis très attaché à l'idée que le monde numérique ne vient pas tuer la nation, la citoyenneté, voilà, c'est la télétravail, c'est un mode de fonctionnement qui est une méthode de travail et qui n'est pas un fondement de notre démocratie. Il m'apparaît tout à fait normal que lorsqu'on dirige une grande entreprise française,
qui est coté à la Bourse de Paris, que quand on a des subsides de l'État, où l'État est actionnaire d'une manière ou d'une autre, par les BPI, enfin, en tout cas, la puissance publique met de l'argent, il m'apparaît normal que le dirigeant, s'il dirige cette entreprise, paye ses impôts en France. Voilà, c'était ce bon sens qui, je crois, est assez partagé et qui est parfois très difficile à interpréter parce que je comprends bien que le capitalisme est mondialisé, qu'on cherche des grands dirigeants internationaux, mais je crois que les deux sont compatibles. C'est ce qu'a essayé de faire la loi de finances l'année dernière. Donc, il me semble pas le fait qu'on puisse diriger une entreprise totalement de Belgique ou de Suisse plus de 6 mois par an me paraîtrait quand même un peu absurde. Voilà. Et quand bien même, je ne pense pas que ce soit de nature à revoir le fait qu'on ait envie que les gens qui dirigent l'entreprise française en France payent leur impôt en France. Monsieur le ministre, nous approchons du terme de notre entretien, donc je voudrais aborder une dernière question avant que vous puissiez conclure, qui est celle des réflexions fiscales à l'échelle européenne et internationale. Il y a une réflexion qui a été engagée au sein de l'Union européenne sur Axis, je veux savoir où nous en sommes. Vous avez vous-même, et le ministre Le Maire, fait plusieurs déclarations sur la nécessité de procéder à la fiscalisation d'un certain nombre de grandes entreprises sur une activité internationale et dont la localisation de l'activité est parfois difficile à établir, je pense notamment aux GAFAM, avec une initiative et des initiatives prises par l'OCDE en la matière auxquelles vous avez souhaité vous rattacher. Où est-ce que nous en sommes très concrètement de ces réflexions européennes et multilatérales? Comment est-ce que vous voyez l'issue sur la question de la taxe sur les GAFA et quelles sont les solutions techniques et politiques qui se profilent qui permettraient à ce dossier de trouver une issue positive? Bon, de même que la taxe carbone, si elle existe, elle doit être aux portes de l'Union européenne et non pas nationale. Il est certain, et la France a toujours dit, et Bruno Le Maire qui porte ces négociations l'a toujours évoqué, que cette taxe numérique, si elle n'est pas mondiale, elle doit au moins être européenne. En attendant, nous mettons en place une taxe française parce que nous considérons qu'il va d'abord ramener 400 millions d'euros au budget, ce qui n'est pas si mal que ça, parce que nous considérons que nous ne devons pas nous laisser faire, on doit mettre de la pression dans le tube, comme on dit vulgairement. Mais évidemment qu'elle ne sera efficace que si elle est européenne et mondiale, et nous espérons que ce soit sous le couvert de l'OCDE qui a beaucoup travaillé. Alors, la crise du Covid a un peu suspendu les échanges, mais il me semblait qu'à l'orée de la crise, avant la crise du Covid, nous étions bien avancés pour nous mettre d'accord, sans qu'il y ait de contrepartie trop difficile, notamment pour les entreprises françaises qui produiraient des choses dans d'autres pays, puisque tout dépend de savoir où se fait le chiffre d'affaires, où on fait son bénéfice. Évidemment, c'est des questions qui peuvent avoir des conséquences négatives pour des entreprises françaises. Donc, je crois que Bruno Le Maire était assez optimiste dans la volonté de l'OCDE, de nos amis américains, de trouver finalement une solution. Sur l'assiette européenne harmonisée de l'impôt sur les sociétés, puisque c'était votre question, nous on y est très favorable, c'est-à-dire pour ça qu'on essaye d'aller vers 25, on est d'accord pour un impôt qui pourrait être, si ce n'est européen, au moins avoir une base européenne, et après tout, pourquoi pas imaginer une recette spécifique au budget de l'Europe. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est un budget sans recette, ce qui handicape un peu l'idée que nous soyons vraiment très intégrés et qu'il y a des concurrences très fortes. C'est pas à vous que je vais la prendre entre les pays et que c'est du dumping fiscal qui ne doit pas être accepté. Donc, nous y sommes très favorables et c'est d'ailleurs pour cela que c'est pas pour une raison idéologique d'aider les patrons ou le capital que nous voulons baisser l'impôt sur les sociétés, c'est parce que nous sommes profondément européens et qu'on veut aider les entreprises françaises à ne pas avoir des concurrences fiscales absurdes entre les pays et d'abord se mettre d'accord avec l'Allemagne pour ensuite, comme on l'a fait sur la dette, pouvoir évangéliser. Ça dépend aussi beaucoup effectivement de nos efforts et notre crédibilité à pouvoir continuer la baisse de l'impôt sur les sociétés avec nos amis allemands dont, je le répète, eux, pendant le mandat du président Macron, ont continué à baisser la leur. Donc, il ne faudrait pas que ce soit l'horizon indépassable à chaque fois, mais d'autres volontés, me semble-t-il, et la discussion entre la chancelière et le président de la République donne l'idée que d'ici la fin du quinquennat, nous pourrions arriver à un accord qui serait donc un accord de non-concurrence dumping fiscal avec quelques sujets de quelques États dont vous connaissez les noms et qui se posent ainsi. Les efforts français en termes de fiscalité du capital et des entreprises nous poussent à trouver cet accord. Donc je suis optimiste. Voilà. J'espère que la crise ne nous découragera pas en cela. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais laisser au professeur le soin de dire quelques mots de conclusion, s'il le souhaite. Simplement vous remercier, alors peut-être au nom du Club des juristes, pour ces réponses extrêmement percutantes et je crois extrêmement éclairantes. Donc merci 1000 fois.
Et je joins mes remerciements à ceux du professeur Collet. Vous avez eu l'extrême gentillesse de nous consacrer beaucoup de temps, 1h30 de discussions qui n'ont pas permis d'épuiser toutes les questions. Donc, je n'ose m'aventurer à vous suggérer que nous nous retrouvions la semaine prochaine à la même heure pour poursuivre l'échange, parce que je sais quelle est la charge d'un ministre du budget et des comptes publics. Mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre disponibilité, pour la qualité de cet échange, dire à tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre ce matin à quel point nous regrettons de ne pas avoir pu traiter de la totalité des questions, mais vous avez fait recette, ce qui pour un ministre du budget n'est jamais une mauvaise chose, puisque nous étions près de 300 ce matin, ce qui témoigne du très grand intérêt des sujets dont vous avez la charge au sein du gouvernement et que vous avez bien voulu traiter. Et nous aurons d'autres occasions avec le Club des juristes qui est très actif pendant la période d'organiser d'autres débats sur des sujets qui touchent à la crise à laquelle notre pays est confronté et pour lesquels, vous l'avez remarqué ce matin, il y a énormément d'interrogations dans les entreprises, dans les directions juridiques, dans les directions d'affaires financières. Et de ce point de vue, notre débat aura été, j'en suis convaincu, très utile. Merci à vous. De nos plus petits projets à nos plus grandes expériences. Quoi que l'on entreprenne, nous le faisons en pensant à l'avenir. Dans une société en pleine mutation où l'innovation se vit au quotidien, il est important de s'entourer des bonnes personnes. De celles qui comprennent, de celles qui vous donnent les moyens aujourd'hui d'être les acteurs clés de demain. Auguste Debouzy, à vos côtés, pour vous accompagner et vous donner toujours une longueur d'avance.